C'est l'info, votre double page info du week-end, Martha Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, quel bonheur de vous retrouver pour ce 23e numéro de C'est l'info. Au sommaire cette semaine, retour sur 2017 et sur une année politique chamboulée. Journaliste au service politique de France de Jean-Baptiste Marteau dévoile dans un bouquin sorti la semaine dernière les moments forts de la campagne présidentielle, mais côté coulisses. Son ouvrage, Le Tsunami, publié aux éditions du Plomb, qu'il coécrit avec Neila Latrousse, journaliste chez BFM TV, entretien à suivre. Les bousculades provoquées par les rabais proposés par Intermarché sur quelques produits de grandes marques interrogent sur la légalité de ces super promotions. Face à cela, le gouvernement a décidé de réagir. Mais alors justement, peut-on vendre à perte ? Quel est le rôle de l'État dans tout cela ? Et quid du e-commerce ? Nous poserons toutes ces questions et bien d'autres à Philippe Moati, il est cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Et puis Alexander Sill s'est rendu au The France Show, salon dédié au rayonnement de la France et qui se tient à Londres. Ce salon spécialisé sur la France attire tous les amoureux ou visiteurs intéressés par notre pays, ses produits et sa culture. C'est ainsi l'occasion pour ces Britanniques de découvrir une nouvelle région en France. Mais pour commencer cette émission, les habituelles brèves de la semaine, on commence par parler du meurtre d'Alexia Daval. Et oui, stratégie payante des enquêteurs pour faire avouer Jonathan Daval, qui est parvenu à garder son terrible secret pendant 3 mois. Pendant tout ce temps, il est apparu en veuf éploré, soutenu par ses beaux-parents. Et à Grès, en Haute-Saône, il a donné le change au quotidien et face aux caméras. Lors d'une conférence de presse en tête d'une marche silencieuse ou au départ d'une course en hommage à sa femme, voire même lors de ses obsèques. Mais 3 mois après avoir prévenu la gendarmerie de la disparition de son épouse, il a finalement été placé en garde à vue et face aux gendarmes, il a fini par craquer et avouer le meurtre. Mis en examen mardi 30 janvier, le mari d'Alexia Daval sort désormais de prison dans l'attente de son futur procès. Également dans l'actualité cette semaine, le CSA qui révoque Mathieu Gallet. Coup de tonnerre dans le paysage audiovisuel français, le patron de Radio France, service public, Mathieu Gallet, vient d'être révoqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, une décision annoncée après de longues heures de délibération. Mathieu Gallet, 41 ans, était sur la sellette après sa condamnation à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme alors qu'il dirigeait l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, entre 2010 et 2014, une condamnation judiciaire pour laquelle celui-ci a fait appel. Le gouvernement, par la voix de la ministre de la Culture, demandait son départ au nom du devoir d'exemplarité des patrons d'entreprises publiques. Il faut dire que le jeune patron de Radio France avait longuement plaidé sa cause lundi 29 janvier devant le gendarme de l'audiovisuel qu'il avait nommé il y a 4 ans. Il a invoqué notamment un bilan solide, les finances de Radio France qui devraient revenir à l'équilibre cette année et les audiences records des antennes, notamment la plus connue d'entre elles, France Inter. La décision du CSA est irrévocable. Conséquence de ce départ forcé du dirigeant à compter du 1er mars, c'est le doyen des administrateurs de Radio France, nommé par le CSA, qui va devoir assurer l'intérim à la tête du groupe public, comme le prévoient les statuts du groupe. Et cet homme, il s'appelle Jean-Luc Vergne, 69 ans, ancien DRH de plusieurs grands groupes. Il n'avait pas d'expérience de l'audiovisuel avant d'intégrer le conseil d'administration de Radio France. C'était en fin 2016. Donald Trump, à présent face au Congrès, réuni au grand complet, le président des États-Unis a lancé mardi 30 janvier un appel à l'unité à l'occasion de son premier discours sur l'état de l'Union. Dans la lignée de son discours au Forum économique de Davos, à la tonalité résolument
pragmatique, le locataire de la Maison Blanche, coutumier des attaques personnelles et des sorties vindicatives, a adopté un ton conciliant. C'était un long discours d'1 h 23 minutes. C'est presque un record pour cet exercice, puisque seul Bill Clinton avait fait plus long. Et c'est un Donald Trump très digne, très présidentiel qui est intervenu devant le Congrès avec un langage choisi, policé, on pourrait dire. Le président a illustré son discours par le récit des exploits accomplis par ses invités présents dans l'hémicycle et chaleureusement a applaudi ses invités. Ils étaient plus d'une dizaine, dont un soldat blessé en Irak ou encore un Nord-Coréen tué par le régime et qui est venu de Corée du Sud pour assister au discours. Loin des divisions qu'il contribue habituellement à créer, Donald Trump s'est ainsi voulu rassembleur et optimiste. Le président américain a déclaré que 2,4 millions d'emplois avaient par exemple été créés aux États-Unis depuis son arrivée à la Maison-Blanche et a notamment évoqué les cours de la bourse qui n'ont cessé de battre des records. Des succès qu'il attribue à sa réforme fiscale et aux déréglementations qu'il a imposées dans de nombreux secteurs. Le président des États-Unis a également présenté ses projets pour l'année à venir et a consacré 20 minutes de son discours à l'immigration. Il a déclaré vouloir offrir un chemin vers la citoyenneté à 1,8 million de jeunes clandestins arrivés dans le pays pendant leur enfance. C'est 3 fois plus que le nombre de jeunes qui bénéficient par exemple du programme de protection mis en place par Barack Obama, son prédécesseur. Et sur le plan international, enfin, le président a demandé au Congrès de voter une loi pour s'assurer que seuls les pays amis de l'Amérique puissent bénéficier d'une aide financière des États-Unis. Finalement, 1 an après son entrée en fonction, on voit bien que Donald Trump reste obsédé par l'idée de se démarquer de Barack Obama. C'est un point qu'il faut toujours garder à l'esprit. Dans son discours, il a annoncé qu'il venait de signer, par exemple, un décret pour pérenniser le camp de Guantanamo, ce qui est moins une mesure efficace contre le terrorisme qu'une attaque personnelle contre Barack Obama. Et puis pour terminer, une brève que nous avons trouvée en Inde, où le gouvernement a présenté ce 1er février son budget pour l'année à venir, le dernier qu'il réalisera en totalité avant les élections parlementaires de l'an prochain. Et la majorité nationaliste hindoue de centre-droit a décidé de contenter la base rurale et pauvre pour cette année stratégique en annonçant des aides importantes pour les agriculteurs et en lançant une nouvelle assurance maladie. À suivre, dans quelques instants, nous recevons Jean-Baptiste Marteau. Il est journaliste chez France 2 et co-auteur du livre Le Tsunami qui relate les grands faits de la présidentielle. Et puis ensuite, nous parlerons grande distribution et The France Show, bien évidemment, je vous en parlais dans le sommaire, ce fameux salon dédié à la France. Et puis c'est également Raphaël Redon qui sera avec nous pour parler sport et pour parler rugby. C'est l'info, l'invité de la semaine. Jean-Baptiste Marteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au service politique de France 2, vous êtes passé par les rédactions de LCI et de RTL et vous publiez le 18 janvier dernier le Tsunami avec Neila Latrousse aux éditions Plomb, le Tsunami. Chronique secrète d'une année politique pas comme les autres. On parle bien évidemment de l'année 2017 avec à l'intérieur de ce livre beaucoup de scènes que vous ne vouliez pas taire et vous avez donc décidé de les inclure dans ce livre et vous relatez dedans une série de off, des paroles que vous donnent les hommes politiques, micro et caméra coupés. Vous semblez en tout cas avoir été précurseur sur le fait que 2017 allait être une année politique extrêmement chargée puisque votre livre commence dès la primaire de la droite. Oui, c'est vrai que cette année complètement hors norme, nous on l'a vu venir avec cette nouveauté. Cette première, c'était la primaire de la droite et du centre qui a démarré, on va dire, en septembre 2016. Et moi, effectivement, je commence à suivre avec ma consoeur Neila Latrousse, fait de même à BFM. On commence à suivre plusieurs acteurs, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy. Et on voit déjà que il se passe quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai qu'on a commencé avec Nicolas Sarkozy, on a pas mal d'anecdotes sur lui, et puis en fait tout va s'enchaîner extrêmement vite. En fait c'était une année complètement folle parce que chaque jour on pensait qu'on avait vécu la pire journée de la campagne, et non, ça recommençait encore plus fort avec encore plus de rebondissements le lendemain. Tout ça pendant des mois jusqu'au dénouement le 7 mai dernier.
Oui, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que vous vous attelez à l'écriture d'œuvres consacrées à des événements politiques. On peut noter en 2012 UMP, un univers impitoyable, et puis l'année suivante, un bal tragique à l'UMP. Ce qui change avec celui-ci, justement, c'est la manière dont tout cela s'est présenté. Oui, c'est-à-dire que plus qu'un livre d'analyse, comme on a pu le faire les fois précédentes avec ma consoeur Naïla Latrousse, on a voulu faire un livre très pédagogique sur quel est en fait le métier de journaliste politique dans une année aussi incroyable que celle de la présidentielle de 2017. Comment on travaille avec autant de rebondissements, autant d'anecdotes. Et en fait, on a voulu faire un livre peut-être plus à destination des Français, des lecteurs qui ne connaissent pas forcément le dessous des cartes, plus que pour nos confrères politiques qui ont vécu la même année que nous. Donc on a voulu vraiment essayer d'expliquer les choses. Et tous les jours, en fait, on prenait des notes de ce qu'on avait vécu dans la journée. On faisait ça sur un document partagé sur un téléphone portable. Et puis voilà, tous les jours, on collectait les petites phrases, les faits marquants de cette journée. Et c'est vrai qu'au bout de plusieurs mois, avant même la fin de la présidentielle, on s'est retrouvé avec tellement d'informations qu'on est retourné voir notre éditeur qui était passé chez Plomb, Thierry Billard, en lui disant, voilà Thierry, il faut absolument refaire un livre. Et c'est vraiment un livre plus voilà de témoignages et de récits de ce qui se passe derrière la caméra plutôt que d'analyse à froid. Ouais, alors on peut noter par exemple évidemment l'anecdote autour de François Hollande. Décembre 2016, François Hollande décide de ne pas se représenter et jusqu'au dernier moment, personne ne connaissait le sort que s'est réservé lui-même notre ex-président. Ah oui, complètement. Cette journée, c'est une des journées complètement folles. Moi, j'étais parti à 6 heures du matin dans la Sarthe pour suivre le premier déplacement de campagne de François Fillon, qui venait d'être intronisé candidat de la droite. C'était sur ses terres. Et puis en plus, il fait une petite déclaration ce jour-là où il nous annonce le retour des privatisations, si jamais il est élu. Donc évidemment, on avait pensé ouvrir le journal de 20 heures dessus. J'étais en salle de montage, en retour à Paris. Et là, à 19h10, on voit une dépêche venant de l'Élysée nous indiquant que François Hollande va s'exprimer à 20 heures précises en direct de l'Élysée, donc 50 minutes plus tard. J'ouvre la porte de la salle de montage, je tombe nez à nez avec David Pujadas qui présentait le 20h. Je lui dis, David, tu as vu là, Hollande s'exprime. Et alors que on ne s'y attendait absolument pas parce qu'on attendait la décision du président de la République sortant la semaine suivante. Et donc, on bouscule tout, on part en édition spéciale, tout le journal qui était prévu part à la poubelle. Et voilà, c'était une nouvelle fois une journée complètement folle à laquelle on ne s'était absolument pas préparé parce que le matin, moi, j'étais parti pour parler de François Fillon et voilà ce qui arrive. Oui, une autre journée folle, c'est celle également où le Canard enchaîné publie au mois de janvier eh bien, les révélations autour de l'affaire Pénélope Fillon et les emplois fictifs. On ne va pas rappeler ici l'affaire. Et vous écrivez dans votre livre que Aurore Berger, une jupéiste qui venait de rejoindre François Fillon, avait déclaré justement qu'il était vulnérable et que, notamment autour de sa société de conseil, les choses n'étaient pas forcément claires. Quel est le regard que vous portez maintenant, un an pile après le début de cette affaire? Cette affaire, elle a été symptomatique de cet échec de la droite pour la présidentielle, parce que non seulement effectivement François Fillon avait caché beaucoup de choses à tous ses proches, y compris ses plus intimes, Patrick Stefanini, sa conseillère en communication également, qui n'était pas au courant de tout ça, du fait qu'elle était salariée de l'Assemblée nationale, de la Revue des Deux Mondes, Pénélope Fillon, et que bon, effectivement, elle n'exerçait a priori pas tout à fait les missions traditionnelles qui correspondaient à cette rémunération. Mais surtout, ça a été extrêmement mal géré parce que ça a été feuilletonné. Vous savez, quand il y a une crise politique, tous les conseillers nous disent il faut tout mettre sur la table, tout expliquer, ne rien cacher, parce que de toute façon, le but c'est que voilà, on en parle un bon coup, après c'est terminé, on passe à autre chose. Et bien là, François Fillon, il fait tout l'inverse. Il commence à avouer une petite chose, et puis 15 jours après, il parle du travail de ses enfants, et puis 15 jours après, on parle d'une autre affaire, du mariage de ses filles, puis après, il y a l'affaire des costumes. Vous voyez tout ça qui va s'accumuler et ça va être absolument ingérable parce que nous, forcément, il nous dit, vous journalistes, vous avez traité ça tous les jours. Ben oui, mais c'est lui qui tous les jours nous apportait un rebondissement, nous apportait une nouvelle déclaration, nous apportait des tentatives ici et là qu'il pouvait avoir dans sa famille de le débrancher, comme on disait, et qui ont tout échoué. Donc nous, on raconte un peu tout ça et comment au final la droite s'est piégée elle-même et a eu le score historiquement bas qu'elle a pu avoir en étant éliminée du premier tour de la présidentielle.
Oui, et alors à droite, en tout cas moi personnellement, ce qui m'a surpris, c'est le rôle majeur central qu'occupe Nicolas Sarkozy, malgré donc sa défection à la primaire. Un Nicolas Sarkozy qui est partout et qui finalement eh bien, tient les commandes réellement du parti, hein. Complètement. Nicolas Sarkozy, il est officiellement battu par la primaire, mais il est toujours là et il va jouer un jeu presque double par moment. Quand, par exemple, il y a effectivement l'espoir pour certains à droite de se dire il faut débrancher François Fillon, il faut qu'un autre candidat nous représente à la présidentielle. Ben, Nicolas Sarkozy, il va tenir des discours complètement inverses, que ce soit à François Fillon ou à Alain Juppé. Alain Juppé, il va lui dire mais Alain, je suis avec toi évidemment, c'est toi qui dois prendre le flambeau, t'inquiète pas, je vais te soutenir, on va essayer de faire comprendre la réalité à François Fillon. Et quand il voit François Fillon, il lui dit l'inverse. Il lui dit, mais non, François, tu tiens, tu es légitime, tu ne lâches rien et tu seras le candidat jusqu'au bout. Et Nicolas Sarkozy, on a, avec travers plusieurs exemples qu'on raconte, notamment cette fameuse journée du Trocadéro, ce rassemblement où Nicolas Sarkozy va demander à ses deux plus proches, François Baron et Luc Châtel, d'être présents sur la scène derrière François Fillon, ce qui voulait dire Nicolas Sarkozy te soutient. Et ben voilà, il a joué comme ça un jeu un peu double, trouble, diront certains, qui fait que voilà, qui a compliqué encore plus la situation qui était déjà mal partie. Oui, et puis dans cette élection, les médias qui jouent et ont toujours joué un rôle majeur ont été tiraillés de tous les côtés du spectre politique français. Vous en avez été victime, vous, de votre côté, en tant que journaliste et reporter? Oui, parce que effectivement, le jeu de tous les candidats, c'est d'essayer de parfois nous déstabiliser. Bon, ils n'y arrivent pas toujours, mais surtout de parfois instrumentaliser la presse, se servir effectivement de ces canaux de diffusion pour pouvoir parfois faire des coups politiques. Et Emmanuel Macron l'a fait également. Quand il prépare le débat face à Marine Le Pen, il va comme ça dire en off, hors caméra, à plusieurs journalistes, notamment de BFM, mais pas que, oh, vous savez, moi, Marine Le Pen, faut pas trop qu'elle s'énerve, parce que si je la vois trop agressive lors du débat d'entre-deux tours, eh bien, je n'hésiterai pas à quitter le plateau. L'information va être relayée, notamment sur BFM, et Marine Le Pen va tomber dans le piège en se disant « Ouh là là, mais il est faible, il va quitter le plateau, donc je dois être très agressif dès le début. » Comme ça, Emmanuel Macron quittera le débat d'entre-deux tours. Maintenant, tout ça, c'était un leurre, c'était une tactique d'Emmanuel Macron pour pouvoir piéger son adversaire et qui a plutôt bien réussi. Bon, voilà, ça, c'est l'une des nombreuses anecdotes où effectivement, parfois, les candidats ont joué aussi avec la presse à leur manière. Oui, et alors justement, pensez-vous, Jean-Baptiste Marteau, que 9 mois après cette élection, l'élection d'Emmanuel Macron, donc au début du mois de mai, on assiste à un renouveau politique, après effectivement les ordonnances signées autour du marché du travail, mais également des affaires, hein, l'affaire Richard Ferrand, le général Pierre de Villiers. Les pratiques de la vie politique sont finalement les mêmes, non? Oui, on peut dire effectivement que l'ancien monde, comme dirait Emmanuel Macron, n'est pas tout à fait terminé. Quand on voit l'éviction de Mathieu Galère par le CSA, qui est clairement, voilà, qui obéit à un ordre de l'Élysée et du ministère de la Culture, bon, bah, on peut se dire que les vieilles méthodes n'ont effectivement pas changé. Mais vous savez, la recomposition politique, le bouleversement qu'il y a eu après cette campagne, après ce tsunami, comme on l'appelle, il n'est pas encore tout à fait terminé. Et la vraie recomposition politique, elle sera achevée, à mon avis, à l'issue de l'élection européenne de 2019. Une fois que les trois blocs se seront peut-être stabilisés, savoir qui, au final, à droite, eh bien, va rejoindre le camp des pro-européens, dirigé par Emmanuel Macron. Comment cette liste va aller autour de lui? Est-ce qu'Alain Juppé, des gens comme Valérie Pécresse vont finir par rejoindre ce gros bloc européen? Et qui va rejoindre un rôle plus eurosceptique autour de Laurent Wauquiez, mais également de tout un tas de personnalités comme Nicolas Dupont-Aignan et autres. Toute cette recomposition, et à gauche c'est exactement le même problème, elle n'est pas terminée. Et elle va encore durer plusieurs mois, à mon avis, jusqu'aux européennes. Oui, alors justement, les hommes politiques, comment est-ce qu'ils ont réagi à votre livre? Vous avez reçu des appels? Oh oui, beaucoup. Beaucoup d'à peu près tout le monde qui est cité dans le livre. Bon, certains parfois n'aiment pas trop voir telle ou telle anecdote racontée, mais globalement, ils ont tous reconnu que c'était un ouvrage qui était assez complet et qui reflétait assez bien ce qui s'était passé. J'ai même eu une petite discussion avec Nicolas Sarkozy qui voilà me disait oh, quand même vous étiez pas obligé de raconter ça et puis au final trouvant que
bon, bah, l'ensemble était plutôt agréable à lire, en tout cas ce qu'il a lu, je ne sais pas. Voilà, bon, Marine Le Pen l'a un petit peu moins bien pris, mais écoutez, ça lui passera. Parce qu'au C'est final, aussi. tout ce qui vient quand même de l'intérieur de ses équipes, d'elle-même souvent. Et voilà, elle ne conteste pas le fond du livre après. Là. Eh bien Évidemment, oui, elle c'est aurait ça. préféré que ça sorte pas. On sait que les hommes politiques aiment tout de même se jouer justement au jeu des off avec vous, les journalistes politiques. Oui, bien sûr. Après, parfois, ça leur sert quand ils essaient de déstabiliser les adversaires, comme c'est le cas, je vous redisais tout à l'heure avec Emmanuel Macron. Bon, bah parfois, ça aussi, ça les dessert sur certains éléments. Bon, bah voilà, hein, c'est le jeu auquel il se prête. Quand on parle à un journaliste, on sait bien que ce n'est pas son ami. Ce n'est pas voilà, quelqu'un à qui on dit une anecdote comme ça par hasard. C'est forcément avec un but. Bon, bah faut pas s'étonner qu'elle ressorte de derrière. Et bien voilà, en tout cas, je vous invite vivement à lire ce livre pour en savoir plus, le Tsunami, que vous coécrivez avec Naïla Latrousse aux éditions Plomb. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Merci à Marteau, vous. d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir. C'est l'info, l'invité de la semaine. Intermarché en remet une couche. Lancée dans une campagne de prix ultra agressive, l'enseigne proposait en début de semaine dans ses rayons des paquets de 86 couches de la marque Pampers à 7,18 € au lieu de 23 €. Une promo a provoqué des scènes où les clients jouent des coudes pour obtenir le plus de lot possible. Et déjà la semaine dernière, Intermarché avait bradé des pots de Nutella à 1,40 € au lieu de 4,50 €. Dans les deux cas, une super offre à 70%. Et cela n'est pas fini puisque les mousquetaires se sont engagés dans une vaste opération promotionnelle jusqu'au 11 février baptisée les 4 semaines les moins chères de France. On va en parler avec Philippe Moiti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université Paris Diderot et cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Alors, en théorie, les ventes à perte sont interdits. En pratique, on voit bien ici que la loi a dû, en tout cas, soit mal être comprise, soit mal respectée du côté de chez Intermarché. Hein. Mal comprise, j'en doute. En soi, enfin, je n'étais pas dans le secret des dieux, hein, mais soit il y a des failles dans la loi et Intermarché s'est engouffré dedans, soit l'enjeu en valait la chandelle en quelque sorte. Peut-être que l'amende qu'il y aura au bout valait le coup, enfin valait d'être payée par rapport à l'écho que cette affaire a pu avoir auprès du public et l'impact que ça a certainement sur l'image prix de l'enseigne, car il faut avoir conscience hein, que ce qui décide un consommateur de choisir telle ou telle enseigne pour faire ses courses du quotidien, c'est premièrement le prix, deuxièmement la proximité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on est confronté à un secteur où la différenciation des enseignes est quasiment nulle. Le Nutella que vous l'achetiez chez Intermarché ou chez Leclerc, c'est exactement le même. Et leurs marques de distributeurs sont encore aujourd'hui assez peu différencier les unes des autres. Donc en fait, les consommateurs sont rationnels quand ils préfèrent aller au plus près ou au moins cher. Donc l'image prix d'une enseigne est absolument essentielle, sachant qu'effectivement c'est l'image prix plus que le niveau des prix qui compte, parce que nous avons une rationalité limitée en tant que consommateurs et en fait nous faisons une image générale de la compétitivité prix d'une enseigne sur la base de l'observation d'un petit nombre de prix qu'on a en tête, auxquels on est vigilant parce qu'on achète régulièrement ces produits-là. Et typiquement, les produits qu'Intermarché a choisi comme cible pour son opération de promotion, ce sont des marqueurs de l'image prix. Et donc le pari d'Intermarché, c'est d'apparaître de la sorte comme étant le champion des prix bas, et on sait que c'est effectivement un élément qui est susceptible de lui faire gagner des parts de marché. Je ne pense pas qu'ils avaient anticipé le ramdam médiatique que ça provoque, et on verra avec le temps si c'est pour eux une publicité positive ou négative. Oui, et effectivement, pour confirmer vos propos, 9 Français sur 10 sont prêts à changer leur comportement d'achat pour payer moins cher. La pratique est donc fréquente chez les distributeurs, quels que soient les produits. Et finalement, qui recherche réellement ces promotions? Y a-t-il une typologie ou alors c'est tous les Français de toute catégorie sociale? D'abord, ce sont les Français qui fréquentent la grande distribution alimentaire et qui la fréquentent pour l'essentiel de leurs approvisionnements. Alors, il faut savoir que le taux de pénétration des hyper et des super, il est proche de 90%, hein, donc c'est monsieur, madame, tout le monde, mais plus ou moins, hein, plus ou moins. Et il en a ici une manifestation d'ailleurs d'une sorte de réaction d'une enseigne à une dynamique depuis quelque temps qui est assez négative pour les grandes surfaces.
Ils ont déjà beaucoup perdu de terrain sur le non alimentaire face à d'autres types de commerces. Et on commence à voir des signes d'érosion de leur position sur l'alimentaire, ce qui est plus grave, parce que c'est vraiment leur cœur de marché. Donc, c'est important pour eux d'arriver à restaurer une forme de légitimité. Et effectivement, historiquement, la légitimité de la grande distribution, c'est de se battre sur le terrain des prix. Et donc, ils vont toucher là en particulier les consommateurs qui sont les plus fidèles au concept de la grande distribution et qui, par ailleurs, sont les plus sensibles au prix. Alors, je voudrais pas tomber dans la caricature et faire de la sociologie de bazar, hein, mais c'est plutôt des classes moyennes ou des classes populaires, hein. L'évasion hors des grandes surfaces se fait plutôt par le haut de la pyramide sociale. Et les chasseurs de promotion, vous en avez de deux sortes en réalité, hein. Vous avez des foyers qui sont vraiment en grande difficulté économique et pour lesquels les courses, ça se joue à 1 euro près. Et ce sont des gens qui élaborent des véritables stratégies, hein, qui vont mettre tous les catalogues sur la table et qui vont décider d'acheter tel produit ici, tel produit là-bas, hein, en fonction de l'actualité des promotions. Et donc pour eux, effectivement, des promotions comme ça, c'est du pain béni, hein. Et puis vous avez j'ai envie de dire plutôt le tout venant qui est pas insensible aux promotions, alors qui n'est pas obligé de se mettre de se battre avec son voisin pour choper le pot de Nutella avant lui, qui va pas forcément découper systématiquement les bons de réduction, mais qui, quand il passe devant une tête de gondole avec des promotions alléchantes, se laisse séduire parce que tout le monde est un peu vigilant à ménager son pouvoir d'achat et que on sait bien qu'il y a une forme de péréquation des prix qui sont opérés dans les commerces et notamment les grandes surfaces alimentaires et que les promos ici sont compensés par des marges plus élevées là-bas. Et donc, si on veut être un consommateur responsable, il faut effectivement être vigilant à tout ça et essayer le plus possible d'acheter en promo sans pour autant avoir des comportements irrationnels qui consistent soit à surstocker à la maison, soit à taper sur son voisin pour en avoir plus que lui, quoi. Donc c'est un peu tout le monde avec des degrés divers. Et j'ai envie de dire, il y a une dernière couche de la population qui fréquente avec moins d'assiduité les grandes surfaces, qui sont assez indifférents à tout ça. Et là, c'est plutôt d'ailleurs une cible de clientèle qui est travaillée par certaines enseignes plutôt haut de gamme. Je pense à Monoprix en centre-ville, par exemple, qui joue les promos parce que ça fait partie du commerce, mais qui est beaucoup moins dans ce terrain de jeu-là. Oui, alors face à tout cela, le gouvernement, hein, Philippe, souhaite faire évoluer la situation, notamment en encadrant ces fameuses promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces. Et un projet de loi a d'ailleurs été présenté mercredi, hein, dans la lignée des états généraux de l'alimentation, ce qui veut dire que, par exemple, la formule un produit acheté, le deuxième offert ne fonctionnera plus, tandis que la formule deux produits achetés, le troisième offert continuera à fonctionner. Et puis des promotions de moins 70%, comme on les a vues, ne pourront en théorie ne plus réapparaître. Que pensez-vous de la réaction du gouvernement ? Elle est juste et elle est salutaire pour tout le monde, en réalité, y compris pour les enseignes, hein, parce que la guerre des prix a été déclenchée dans ce petit monde de la grande distribution en 2014. Donc ça fait un petit moment que ça dure et c'est un secteur qui, jusqu'à très récemment, a été déflationniste. Ça veut dire que si on calcule l'indice des prix, non pas à l'échelle de toute la consommation des ménages, mais uniquement sur la base de ce qui est vendu par les grandes surfaces, on est sur une logique de baisse des prix, pas de réduction d'inflation, j'ai bien dit de baisse des prix. Ça veut dire que et dans un contexte de marché un peu difficile, eh bien, les distributeurs se sont battus avec les armes qu'ils connaissent le mieux, les prix. Et ça a eu un effet finalement délétère pour tout le monde. J'ai envie de dire, d'abord peut-être paradoxalement, sur les consommateurs, parce qu'à court terme, on est plutôt content effectivement de pouvoir remplir notre caddie pour moins cher. Mais comme en fait, ils n'ont pas simplement baissé les prix, mais ils ont surtout joué sur la surenchère promotionnelle, bah, ça contribue à brouiller un peu les repères des Français sur c'est quoi un prix juste en particulier. Autant on peut comprendre que il puisse y avoir des variations de prix en fonction des circonstances, que faire des réductions, ça fait partie de la vie du commerce. Autant quand on est attaché, comme le sont beaucoup de Français, à l'idée que le prix est le reflet de la valeur, on ne comprend plus du coup comment un produit peut être vendu avec une décote de 70%. Manifestement, il y a quelque chose de pathologique. Et alors là, ce cas est extrême et spectaculaire, mais il faut savoir qu'un article d'habillement sur deux est vendu à prix barré. Et on a vu au moment des soldes, on barre tout de suite violemment. C'est pas 10 ou 20%, c'est d'entrée de jeu. On commence avec des 30, des 40, des 50%, quoi. Donc, au total, nous perdons, nous, le consommateur, nos repères sur la valeur des choses et on se met à douter. Donc,
on n'est pas complètement idiot. On se doute bien que du coup, il faut bien que les vendeurs gagnent leur vie, quoi. Donc s'ils bradent à tel point un certain nombre de produits, on se met à douter du prix qu'ils ont barré ou de la marge qu'ils réalisent sur les produits dont ils ne barrent pas le prix. Donc nous devenons un peu, malgré nous, même si on n'a pas de goût particulier pour ça, des chasseurs de bonnes affaires, parce qu'on sent bien que si on ne fait pas attention, c'est nous qui allons quelque part sponsoriser ceux qui achètent systématiquement en promotion. Donc c'est assez inconfortable d'être sans arrêt dans un climat de défiance, de devoir faire attention, de devoir arbitrer, de devoir rechercher, ça devient compliqué. D'acheter, ça devient compliqué d'acheter, et donc finalement c'est assez inconfortable, avec toujours le sentiment qu'on se fait couillonner, et ce qui par ailleurs nourrit un sentiment de défiance entre les consommateurs et les enseignes qui veulent leur rendre quelque chose. C'est pas sain, c'est pas sain ça. C'est nuisible aux enseignes elles-mêmes, parce que pour alimenter cette guerre des prix, fondamentalement elles sont obligées d'y mettre de leur poche, donc leur marge se contracte, et puis comme sur l'alimentaire en tout cas, les besoins sont saturés, c'est pas parce que vous baissez les prix que vous allez vendre plus en quantité. Donc en fait, l'effet de cette baisse des prix n'a pas été une stimulation du marché. Il y a eu un effet inattendu qu'il faut quand même saluer au passage, c'est que ça a permis à un certain nombre de consommateurs de monter en gamme. C'est-à-dire que finalement, les économies qu'on a fait en voyant les prix baisser, c'est traduit par le fait qu'on s'est mis à acheter des produits un peu plus chers, un peu plus qualitatifs. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais au total, le chiffre d'affaires des grandes surfaces alimentaires depuis cette guerre des prix, le chiffre d'affaires étant la combinaison de prix moyens et de quantité vendue, est relativement flat, quoi. Donc ça n'a pas profité à ce secteur, et ça a certainement pénalisé sa rentabilité, parce que les marges s'y sont usés en quelque sorte. Et puis au final, comme justement ils n'ont pas envie que la guerre des prix, ça se traduise surtout par une baisse des marges, les distributeurs se sont tournés vers leurs fournisseurs pour obtenir des conditions d'achat plus favorables. Alors les gros fournisseurs peuvent tenter de résister, tant bien que mal, et si c'est plutôt mal que bien, à leur tour ils vont se tourner vers leurs fournisseurs pour acheter moins cher, ce qui fait qu'au bout du bout, que ce soit directement ou indirectement, c'est souvent le plus petit, le plus faible qui est mis à contribution, et on sait le sort qui est réservé depuis quelques années à nos agriculteurs, notamment les petits producteurs laitiers, éleveurs, etc. Et ce sont les victimes collatérales de cette guerre des prix. Donc il y a un moment, si la logique individuelle nuit à l'intérêt collectif, et c'est exactement ce qui se passe. Au sein de la grande distribution, si c'était un cartel, ils se seraient mis autour de la table, ils auraient dit stop, on arrête, ça ne vaut pas le coup. C'est comme les prospectus, si vous voulez. Tout le monde sait que c'est une ruine, que ça n'augmente pas la taille du marché, mais s'il y en a un qui arrête alors que les autres continuent, c'est la catastrophe. Donc il faudrait que tout le monde arrête en même temps. C'est pareil pour la guerre des prix, il faudrait que tout le monde arrête en même temps. C'est très difficile à décider, parce que c'est le fameux dilemme du prisonnier, hein, c'est le passager clandestin, on a intérêt à ce que les autres respectent la discipline pour ne pas la respecter soi-même. Donc c'est typiquement le genre de situation où on a besoin d'un arbitre. Et donc je crois que l'État est dans son rôle, et que tout le monde, quelque part, est soulagé de cette prise de position de l'État, de définir des règles du jeu. Encore faudra-t-il que l'État ait les moyens de veiller au respect des règles du jeu, mais c'est un autre sujet. Oui, tout à fait, tout à fait. Et parallèlement, le gouvernement a également annoncé vouloir réduire les soldes 6 à 4 semaines. Il est vrai que, en plus des soldes, existent aujourd'hui les ventes privées, le Black Friday, et puis c'est sans compter évidemment les innombrables promotions pratiquées par les divers sites internet. N'y a-t-il pas justement trop de périodes comme ça de promotion aujourd'hui, qui fait que finalement, le consommateur, il va attendre le moment le plus adéquat pour acheter que ce soit son saumon fumé ou sa paire de chaussures? Ben oui, complètement. On retrouve ici le conflit entre ce qui est rationnel à l'échelle individuelle et ce qui devient irrationnel, ou en tout cas contre-productif, à l'échelle collective. Mais on en est arrivé à un point où effectivement, on est dans un cercle vicieux dont il est extrêmement difficile d'arriver à sortir, sauf intervention réglementaire. Pourquoi? Parce qu'une enseigne qui déciderait de ne pas rentrer dans cette logique-là, de faire moins souvent de la promo, d'essayer de convaincre que ces prix sont justes, et donc il n'y a pas de gras pour les réduire. C'était par exemple la stratégie pendant très longtemps de Darty. Darty ne faisait pas de solde, Ikea non plus. Quelques promos ponctuels, mais pas de solde, pas de moins 40. Une enseigne qui jouerait ça aujourd'hui, ce qu'on appelle dans le jargon du marketing anglo-saxon le everyday low price, c'est le bas prix tous les jours, eh bien une enseigne comme ça serait pénalisée. Parce que nous, consommateurs, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes devenus des addicts à la promo. Parce qu'on a l'impression que si on achète au prix normal, on se fait avoir. Donc une enseigne qui ne jouerait pas ce jeu-là, eh bien, ne vendrait pas, donc elle pratique des promos.
Et nous, consommateurs, plus on voit qu'il y a des enseignes qui jouent les promos avec des rabais importants et sur des durées de plus en plus longues, avec des modalités variées, plus on est incité à acheter en promo. Et ce qui incite les enseignes à continuer de le faire, et ce qui incite les consommateurs à continuer d'acheter ainsi. Vous voyez que nous nous renvoyons la balle et on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre, puisque d'année en année, et les 70% d'Intermarché en sont une bonne illustration, on va de plus en plus loin dans cette logique infernale avec tous les effets collatéraux que j'ai évoqués tout à l'heure. Oui, et justement, Philippe Moati, est-ce que l'État ou alors eh bien, une organisation institutionnelle en France a un levier, un moyen de justement retenir les géants du net tels que Amazon qui pratiquent des promotions défiant toute concurrence? L'État peut-il justement demain dire à Amazon, voilà, vous arrêtez les promotions à moins 50, moins 60, moins 70% ou il ne le peut pas? L'État en a certainement les moyens. Alors, vous savez que entre comment dire, le texte d'une loi, d'un décret d'application et son application, on a Le temps souvent est long. des surprises. J'ai en tête ouais, et puis non seulement le temps est long, mais la loi ne prévoit, est rarement en mesure de tout prévoir et il reste toujours des failles. Ouais, et souvent, même quand il n'y a pas de failles, ça produit des effets qu'on n'imaginait pas. J'ai en tête la loi Galland de 1996 qui cherchait à pacifier les relations, enfin à rééquilibrer les relations entre les distributeurs et les industriels. Ça a eu des effets complètement inattendus, très inflationnistes, et c'est les consommateurs qui ont payé l'addition. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais personne n'avait anticipé ces effets-là. Donc quand l'État se mêle de ces questions-là, euh, c'est tellement complexe et avec tellement d'effets indirects, on n'est jamais certain de l'effet que ça peut avoir. Ceci dit, ça ne peut venir que de lui. On imagine mal une organisation professionnelle qui déciderait de règles de ce type-là, parce que ça pourrait passer comme étant anticoncurrentiel. Parce que c'est une manière de réduire aussi la concurrence entre les enseignes sur le terrain des prix, qui est pourtant traditionnellement qui est supposé apporter le plus de bien-être aux consommateurs. En général, l'État intervient quand il n'y a pas assez de concurrence par les prix. Là, si vous voulez, ça donne l'apparence d'une surconcurrence par les prix. Donc il y a quelque chose d'assez paradoxal d'en appeler à l'État pour venir réduire ce qui, en principe, se fait au bénéfice des consommateurs. Mais clairement, les effets négatifs dont j'ai parlé tout à l'heure pourraient justifier une intervention de l'État. Est-ce que cette intervention pourrait être efficace, notamment à l'égard des géants du net, dont le centre de gravité, on sait bien, n'est pas national, il est mondial, et ont des stratégies d'optimisation qui pourraient passer par exemple par le fait de vendre à travers des plateformes étrangères. Enfin, on imagine assez bien comment ils pourraient trouver des moyens de contourner. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair que si on n'essaye pas, on n'en sortira pas. Donc, je pense que c'est sain que l'État s'engage dans cette direction. La réduction des périodes de solde, c'est gadget, hein, parce qu'en réalité, je pense même que ça peut entretenir cette dynamique dont on est en train de parler, puisque les 2 dernières semaines de solde ne servaient à rien, parce que ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait plus rien dans les magasins à vendre en solde. Donc au contraire, ça va libérer 2 semaines pour faire autre chose, d'autres opérations commerciales quoi, et promotionnelles. Mais malgré tout, on a quand même ici deux mesures récentes qui montrent que le gouvernement actuel se soucie de ces questions-là. Et je ne trouverais pas illégitime qu'après vouloir avoir régulé les promotions dans la distribution alimentaire pour les impacts que ça a sur les producteurs dans l'agriculture, ça ne serait pas absurde qu'on s'intéresse de nouveau au régime des soldes des promotions dans le commun du commerce, quoi. Alors, deux autres sujets, Philippe Moiti, pour terminer cet entretien. Le premier, c'est Leclerc. Leclerc qui prépare actuellement le lancement de Leclerc chez moi dans Paris, et puis on imagine pour le futur dans d'autres grandes villes de France. Un service de commande qui promet des courses moins chères que les anciennes de proximité, livrées à domicile ou récupérées dans des points de retrait physiques. Et Monoprix, dans le même temps, serait en train de préparer un accord avec le géant américain Amazon. Là aussi, il y a une bataille énorme qui se joue autour de cette livraison à domicile, une bataille qui risque de faire rage puisque Leclerc promet des prix bien moins élevés que ceux pratiqués actuellement. Oui, oui, il y a quelque chose de cocasse à voir tout ça en si peu de temps. Parce que moi qui commence à être un vieux de la vieille par rapport à l'histoire de la grande distribution, je me souviens très bien quand le e-commerce est apparu et a commencé à faire ses premiers pas. Le consensus était de dire c'est très bien pour un certain nombre de produits, mais ça sera jamais pour l'alimentaire, quoi. Jamais pour l'alimentaire. On disait même d'ailleurs ça sera jamais pour l'habillement, parce que vous comprenez, il faut essayer les vêtements, etc.
Bon, on a vu que finalement, quasiment tous les secteurs de la consommation y sont passés, sauf l'alimentaire. Et nos géants de la grande distribution continuaient de dire, mais non, c'est pas possible pour l'alimentaire, pour de très bonnes raisons, et notamment pour le dernier kilomètre, parce que la livraison chez les clients générait de tels coûts que finalement, on serait obligé de vendre cher. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on sait que les consommateurs sont, dans cet univers de consommation, particulièrement sensibles au prix. Donc on s'est réfugié derrière cette idée. On avait créé des sites des cybermarchés, mais on n'avait pas beaucoup investi dessus, on les laissait vivoter sans faire le forcing, jusqu'au jour où Amazon s'intéresse à l'alimentaire, d'abord aux États-Unis puis en France. Et non seulement il s'intéresse à l'alimentaire, mais il ne le fait pas du tout de la même manière que nos distributeurs traditionnels, il part vraiment du client, et essaye de comprendre comment on peut simplifier la vie des clients sur des achats qui ne font pas plaisir. Il y a à peu près les 2 tiers des Français qui nous disent que faire leurs courses alimentaires, ça ne leur fait pas plaisir, quoi. Et Amazon qui se met à inventer un tas de dispositifs. Alors, il y a la livraison en 1 heure, Prime Now, il y a les boutons Dash qui permettent de faire venir des produits, des consommables quasiment automatiquement, il y a les logiques d'abonnement, il y a les assistants personnels, enfin bref, un tas de dispositifs qui nous arrivent en très peu de temps, qui ont pour objectif de simplifier la vie des gens sur le réapprovisionnement de produits banals. Et je trouve très dommage que ces innovations qui font bouger le cocotier aujourd'hui soient venues d'Amazon et des géants du numérique, et que nos distributeurs qui avaient toutes les clés en main pour être les leaders de ce renouveau du commerce alimentaire et laisser passer le coche parce que ils étaient incapables de voir plus loin que leur modèle économique standard. Donc aujourd'hui, ils essayent de rattraper le retard. C'est très bien, c'est très bien. On verra s'ils en sont capables, parce que en la matière, le retard, il est difficile à récupérer. Et je trouve que le fait que Monoprix envisage de s'associer à Amazon pour rentrer dans cette logique servicielle, c'est comme ça qu'on va l'appeler, c'est-à-dire débarrasser enfin apporter aux clients des solutions efficaces à leurs problèmes du quotidien, c'est quelque part se jeter dans la gueule du loup. C'est un aveu d'échec, c'est-à-dire une incapacité à s'organiser par soi-même pour arriver à être performant en la matière, et ils vont nourrir la bête, ils vont l'aider à acquérir des effets de dimension, à renforcer, à amortir leurs infrastructures, à collecter encore plus de données, et finalement devenir les maîtres du jeu du commerce. Et ça sera cocasse de voir que finalement on s'achemine dans une situation où les distributeurs qui ont mené la vie dure à leurs fournisseurs depuis des décennies sont en train de devenir les fournisseurs des plateformes numériques, et qui se feront traiter aussi mal lorsque ces plateformes deviendront un point de passage obligé pour accéder au client final. Eh oui, et alors si Monoprix eh bien, risque de se faire manger peut-être tout cru par Amazon, Carrefour et Alexandre Bompard souhaitent faire de la résistance. La semaine dernière, vaste plan social annoncé qui vise à restructurer l'entreprise française. Carrefour qui chute à la 9e place du classement mondial de la grande distribution en 2018, alors qu'au début des années 2000, Carrefour était 2e. Et oui, et ben voilà, je crois que le monde change, et le rythme du changement est en train de s'accélérer pour ce secteur en particulier, et on est confronté ici à un classique de l'économie des organisations. C'est que une organisation, ça naît dans un certain contexte qui détermine son ADN, ses modes de fonctionnement, ses visions du monde, une manière de penser son métier, de penser ses process, etc. Et souvent, ces organisations ont du mal à relever les changements qui interviennent dans leur environnement. Elles sous-estiment la portée, elles tardent à mesurer, enfin à prendre la mesure des changements que ces transformations imposent. Et donc c'est une forme d'inertie mentale, si vous voulez. Et une fois que l'inertie mentale est vaincue, eh bien, une autre inertie gêne l'adaptation, c'est l'inertie des organisations, c'est l'inertie des compétences. Typiquement, dans la grande distribution, on avait une économie de la puissance. Ce qui faisait la force d'un distributeur, c'était sa puissance d'achat, sa taille, c'est sa capacité à générer des économies d'échelle. Et on voit bien que dans le commerce qui se profile, au diapason de l'économie du XXIe siècle, la compétitivité, elle va reposer sur des compétences de plus en plus sophistiquées, et ici des compétences dans la capacité à capter des données très riches et à en tirer de l'intelligence pour bâtir des propositions de valeur qui sont en résonance avec les attentes des clients. Donc quelque chose de très très différent de ce qui était le fondement de l'activité de nos distributeurs. Et j'ai bien peur qu'il y ait eu du retard à l'allumage, un sérieux retard à l'allumage, on vient de le dire sur le e-commerce alimentaire, et qu'aujourd'hui remonter la pente avec les concurrents qu'il y a en face, c'est pas des startups, c'était des startups quand il était temps d'y faire face, si vous voulez. Aujourd'hui, ce sont des géants qui disposent de moyens colossaux. Il me semble que le pari va être très très difficile à relever.
Et bien voilà, affaire à suivre en tout cas. Merci beaucoup Philippe Moati d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes professeur agrégé d'économie à l'université Paris Diderot, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Et puis je vous invite à lire son blog philippe-moati.com pour justement suivre au gré des actualités toutes et bien, effectivement les nouvelles de la grande distribution. Merci beaucoup Philippe Moati. Merci à vous. Deux entretiens, que ce soit avec Jean-Baptiste Marteau ou Philippe Moati, passionnants, qui, je l'espère, vous ont éclairé sur ces deux thèmes d'actualité, que ce soit la politique française ou effectivement ces promotions à répétition, qui là aussi occupe beaucoup le paysage français. On va à présent décoller, quitter la France et rejoindre Alexander Seal pour Ici Londres. Alexander Seal qui est avec nous cette semaine et qui s'est rendu au France Show, The France Show. Alexander, racontez-nous un petit peu l'ambiance de ce salon dédié visiblement à la France et aux traditions françaises. Bonjour Martin. Le week-end dernier a eu lieu The France Show. L'événement a eu lieu à Kensington Olympia à Londres. Je suis allé et j'ai vu beaucoup de Britanniques qui sont venus déguster du vin français, acheter des pâtisseries ou du fromage. Il y avait même un terrain de pétanque. Allez. Ça fait 9 à 2. 9-2. 9-2. Au France Show, une centaine d'exposants étaient présents. J'ai rencontré Florence Forçant, responsable promotion internationale de l'agence touristique de la Vienne. Elle m'a expliqué pourquoi sa région est une destination préférée pour les Britanniques. We've got locust flights between Stansted and Poitiers, but also high-speed train, TGV. Nous avons des vols low-cost entre Londres, Stansted et Poitiers, mais aussi le TGV. Nous ne sommes qu'à 1h30 de Paris. Et les Britanniques sont très curieux au sujet du Futuroscope. Nous avons remarqué que très peu d'entre eux savaient de quoi il s'agissait. Nous sommes une ville très jeune. Nous sommes en fait la première ville universitaire en France en proportion de la population. Donc même si nous avons un héritage datant du XIIe siècle, c'est quand même une ville très jeune et très animée. Avoir ce passé et ce futur, ce sont vraiment ces questions qu'on nous pose ici à notre stand. Beaucoup de gens veulent garder la même fluidité entre la France et la Grande-Bretagne. Cécile, qui travaille à l'Office de tourisme de la vallée de la Dordogne, m'a expliqué pourquoi elle était présente au salon et pourquoi beaucoup de Britanniques aiment passer leurs vacances dans sa région. Nous sommes ici au France Show cette année pour représenter la vallée de la Dordogne dans son intégralité, c'est-à-dire la partie Dordogne, Lot et Corrèze. Il y a beaucoup de Britanniques qui aiment la vallée de la Dordogne, qui aiment s'y installer, qui aiment y vivre, qui aiment aussi beaucoup venir en vacances pour profiter de la rivière, de la nature, des beaux villages. À part les stands des régions et de la nourriture, parmi les exposants étaient des agents immobiliers, avocats français et anglais, des écoles internationales et des notaires. J'ai rencontré Maître Thierry Delsalle, notaire, en charge du stand au France Show depuis une douzaine d'années. Il m'a expliqué pourquoi il était là-bas. Dans ce salon en fait, qui s'adresse aux Britanniques qui sont intéressés par la France, on a constaté que les Britanniques ne connaissent pas le rôle du notaire. Ils ne savent même pas parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de notaire. Ou les notaires qui tamponnent juste et qui ne sont pas du tout juristes. Donc notre rôle, c'est d'expliquer que quand ils achètent en France, le notaire est là pour répondre à toutes leurs questions juridiques et immobilières. Donc tout le rôle du notaire, c'est surtout que les Anglais, quand ils investissent toujours un peu dans les mêmes régions en France. Donc les notaires de ces régions-là se sont spécialisés petit à petit et donc connaissent les problématiques du Britannique qui est toujours dans l'obsession de protéger le conjoint et les enfants, on verra ce qui reste. Vous voyez, ce genre de choses qui n'est pas du tout l'état d'esprit du français. Parce qu'en France, vous avez une réserve, etc. Donc voilà, ces notaires qui se sont spécialisés petit à petit, qui parlent bien anglais maintenant, s'adaptent à la clientèle britannique pour répondre à tous leurs besoins et leur expliquer les spécificités en France. Au France Show, il n'y avait pas seulement des artisans et des producteurs venus de France.
J'ai rencontré des Français basés en Angleterre, comme Ansar, qui habite dans le Kent depuis 20 ans et travaille au French Delicatessen. Expliquez-moi un peu vos produits, comment vous les exportez en fait Du coup, on va en France, on regarde avec les local production et nous choisissons nos produits avec différents producteurs et nous les ramenons ou nous faisons livrer, ça dépend de tout la quantité, voilà, et nous sommes basés dans le Kent. Le comté, il est très populaire. Bien sûr, après il y a le garlic, l'ail, mais sinon tout est populaire. Marc, un Écossais, le fondateur de Radiolingua, a créé une application pour apprendre le français. Il m'a dit que le Brexit a incité les personnes à apprendre le français. Nous fournissons du matériel pour ceux qui veulent apprendre le français et il s'appelle Coffee Break French. Donc l'idée c'est qu'on peut apprendre la langue française dans sa pause café. Et donc ce sont des leçons de 15-20 minutes et on peut facilement apprendre le français 15-20 minutes par jour. Alors ce sont des podcasts à la base et donc on commence avec les podcasts et les gens qui veulent apprendre peuvent télécharger ces podcasts à leur iPod ou à leur téléphone, quoi que ce soit, et puis ils peuvent utiliser ça pour apprendre le français. Il y a aussi notre site web où vous pouvez télécharger le contenu et nous avons bien sûr du contenu sur Facebook, sur YouTube, tous les réseaux sociaux. En Écosse, oui, il y a pas mal de monde qui veut apprendre le français. Il y a toujours l'entente cordiale entre l'Écosse et la France, bien sûr, mais quand même il y a un public mondial. Le Brexit vous a inquiété un tout petit peu de point de vue personnel, oui, mais de point de vue apprentissage de langue, je pense que en fait tout le monde sait maintenant que c'est quelque chose d'encore plus important de s'ouvrir et de regarder vers l'extérieur et d'apprendre donc la culture et la langue des autres pays. Les visiteurs ont été séduits par The France Show, comme Chris qui est venu en espérant acheter une maison en France dans le futur. On a vu la publicité à l'automne et on a décidé de venir à Londres pour la journée et voir de quoi il s'agit. Nous avons goûté beaucoup de choses, beaucoup de mauvaise nourriture et de la bonne nourriture en même temps, et on a regardé les propriétés à l'étage aussi, car nous voudrions acheter un bien immobilier. Ce sera une maison de vacances quelque part dans le sud-ouest de la France, probablement dans 2 ou 3 ans. Fantastique, c'est vraiment bien. Tout ce qui est français ici, c'est génial. Brian, un Londonien, a aussi décidé de visiter The France Show. Il m'a dit que c'était sa première fois qu'il est venu. Nous vivons à Londres et c'était l'occasion de voir quelque chose de différent et de voir aussi les différents aspects de la France que nous ne connaissons pas auparavant. Oui, c'est la première fois que nous sommes venus, ça a été très bien, très agréable. Il y a une bonne variété de bons produits, bons vins, et nous avons aussi vu les danseurs de Cancan et écouté de la bonne musique, et nous avons mangé de la bonne nourriture. Ce fut une journée parfaite. En voyant des Britanniques et des Français ensemble m'a donné beaucoup d'optimisme. L'entente cordiale entre les deux pays est toujours présente. Comme quoi, tout est possible. Merci beaucoup Alexander Seals, The France Show. Tous les renseignements sont sur le www.c-l'info.fr à propos de ce salon. Un peu de sport à présent pour terminer cette émission fondamentalement sport avec Raphaël Redon. Raphaël, vous avez choisi cette semaine de nous parler de rugby. Et oui Martin, le tournoi des 6 nations qui commence enfin ce week-end. Bonjour à toutes et à tous et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et j'avais envie d'aborder avec vous ce 6 nations 2018 qui débute donc vendredi soir. C'est une édition stratégique puisqu'elle se situe un an avant la Coupe du Monde de rugby 2019 qui se disputera au Japon comme vous devez le savoir. Et elle est stratégique surtout pour cette équipe de France. Et j'avais envie de revenir avec vous sur un peu la position dans laquelle aborde ce tournoi destination le 15 de France parce que de nombreuses choses ont changé depuis le dernier destination et puis même depuis les derniers rassemblements de l'équipe de France. Et le plus gros, comme vous devez le savoir, puisque c'est Jacques Brunel qui a succédé à Guy Novès à la tête de ce 15 de France après les nombreuses déceptions qu'ont connues
qu'ont connu cette équipe, qu'ont connu la sélection sous l'ère Novès. Novès, bien sûr, qui a emmené le Stade Toulousain dans ses grandes années à remporter un nombre incalculable de Coupes d'Europe et de Top 14, mais qui n'a pas réussi à faire briller cette équipe de France, à la faire rebondir après la Coupe du Monde 2015 catastrophique, ponctuée par une défaite calamiteuse face aux All Blacks, on s'en souvient, par un écart assez conséquent. La France avait envie de rebondir, de se refaire une place parmi le quota mondial, et finalement ça aura été tout l'inverse, puisque la légitimité de cette équipe a été remise en cause au cours de ces 3 dernières années, avec de nombreuses défaites, aucune victoire en 6 nations, aucune victoire finale, peu de victoires durant les tournées d'automne et d'été, que ce soit face à des grandes nations, et bien sûr face au Japon, on s'en souvient, et ce match nul qui aura été un peu l'aboutissement de l'échec Novès, et qui aura amené la porte à le limoger. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été remises en cause durant cette ère Novès. On va dire que la plus grande réussite aura été une victoire, un soir de victoire face au Pays de Galles en clôture du tournoi des 6 nations 2017, et qui nous aura permis de finir 3e d'un 6 nations, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisqu'il y avait eu des défaites durant ce tournoi, mais également des échecs durant cette ère, de nombreuses défaites donc durant les dernières tournées, que ce soit face à l'Australie, donc l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, beaucoup de nations du Sud, mais également des nations du Nord, qui nous forcent aujourd'hui à obtenir une 8e place au quota mondial, l'une des plus mauvaises places au cours de ces dernières années. Et heureusement, justement, j'ai envie de vous dire qu'on arrache cette 8e place qui nous permettra d'être dans le chapeau 2 pour les têtes de série pour le mondial 2019, qui nous a permis d'avoir un tirage un peu plus favorable avec l'Angleterre et l'Argentine. Enfin, on arrive quand même d'une poule assez compliquée, mais on ne saurait pu être pire si nous étions retrouvés dans le chapeau 3. Oui, et donc Raphaël, aujourd'hui, l'équipe de France aspire à beaucoup mieux, hein, on le comprend. Aujourd'hui, l'équipe de France veut se reconstruire, a besoin de se reconstruire, et à 1 an de la Coupe du Monde, tout reste à faire. Et ce tour à destination doit être une étape clé en vue de ce mondial 2019. Il y aura le tournoi à destination bien sûr 2019 et de plusieurs tournées, mais ça passe par maintenant l'incorporation de jeunes joueurs qui va être faite bien sûr. On a vu qu'il y aura une charnière inédite avec l'incorporation de Mathieu Jalibert, le Béglé que Jacques Brunel connaît très très bien, mais également qui sera accompagné de Machenaud à la charnière. Il y a Antoine Dupont, Bello qui vont rester dans ce groupe, qui sont un peu les jeunes phares de cette équipe de France et qui seront accompagnés bien sûr par des figures de pro. Guillaume Guirado garde son capitanat, il sera capitaine pour les prochaines saisons. C'est important, on garde une série, enfin on essaie de s'inscrire dans l'avenir avec ça, mais également voilà des changements de joueurs, beaucoup de nouvelles arrivées, des joueurs qui reviennent pas. Parra, il était annoncé, il sera dans le groupe. C'est également une bonne nouvelle pour cette équipe de France qui va pouvoir compter sur l'expérience de certains joueurs, également la jeunesse, la fougue, pour faire un mélange détonnant qui pourrait enfin nous servir pour ce 6 nations, parce qu'en face il y aura de l'adversité. On le sait, l'Angleterre est peut-être un cran au-dessus, c'est aujourd'hui l'une des 3-4 meilleures nations du monde. Ils sont totalement au niveau des All Blacks et peut-être de l'Australie ou de l'Afrique du Sud, et on sent que ce sera très dur de leur faire de l'ombre, tant sur ces 2 dernières années, ils négocient parfaitement ces 6 nations et dominent l'Europe, mais après il y a de la place. L'Irlande, le Pays de Galles sont également en très grande forme. Il sera compliqué de les battre, mais le premier match samedi va être déterminant au Stade de France face à l'Irlande justement, où une victoire sera impérative pour bien lancer ce 6 nations et s'assurer déjà un 6 nations pratiquement réussi. Ça passe par là, par une victoire samedi, puisque derrière on aura aussi l'Italie et l'Écosse qui sont un cran en dessous. Donc il va être déterminant de montrer des choses. Ouais, et Raphaël, quel rôle pour Jacques Brunel ? Jacques Brunel est donc le successeur de Guy Novès, nouveau sélectionneur de ce 15 de France. Jacques Brunel est là, il a une expérience internationale avec l'Italie, il a entraîné des bonnes équipes, il sort d'un mandat très important, enfin de qualité avec Bordeaux-Bègles, aux côtés de Raphaël Ibanez notamment. Il a emmené Bordeaux-Bègles dans les phases finales en Coupe d'Europe. Donc il va être important de s'appuyer là-dessus. Il sera accompagné d'adjoints qui sont des entraîneurs de top 14, Bruno pour les avants et Elissade pour les arrières. Et voilà, il va être important de vraiment appuyer sur ce jeu, sur les connaissances des joueurs. Brunel fait appel à beaucoup de béglés. Il y a Jefferson Poirot également qui sera là.
et donc ça va être important de vraiment mettre en place tout de suite une équipe type également, parce que c'est ce qui a fait défaut un peu à Guinoves, qui a toujours eu du mal et qui a fait beaucoup de changements en charnière, au niveau des centres, sur la base arrière. Il y a eu beaucoup de changements récurrents. On a eu du mal à vraiment trouver des bases, des repères, et c'est ce qui va être important de mettre en place rapidement pour se raccrocher à quelque chose d'intéressant pour la suite. Et ça passe par là. On a 1 an et demi, on a pratiquement 2 ans pour construire quelque chose. D'abord un tournoi de destination, une tournée d'hiver, une tournée d'automne, un deuxième destination, et puis ça enchaînera très très vite vers la Coupe du Monde au Japon en 2019. Et on se doit de rattraper le retard qui a été concédé sur les meilleures nations mondiales. On a peu de temps, mais la France reste une nation phare du rugby international, et on a toutes les raisons d'y croire. Brunel est là pour remettre la Maison de France où elle doit être, l'église au milieu du village, et on espère que tout se passera bien pour la France. Donc voilà pour cette petite chronique. J'avais envie de lancer ce tournoi à destination et débuter cette année 2018 avec un sujet plutôt intéressant, axé sur l'équipe de France. Il y a bien sûr d'autres nations, Italie, Irlande, Écosse, Afrique du Sud, Angleterre seront les adversaires comme tous les ans de l'équipe de France pour ces 6 nations. Ça commence à 17h45 ce samedi au Stade de France face à l'Irlande, donc j'espère que vous serez en rendez-vous. Voilà pour la chronique, on se retrouve très vite, à très bientôt. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Fin de cette émission, merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Je tiens également à féliciter l'ensemble des équipes C'est l'info, et en particulier cette semaine le travail d'Alexander Seal, un vrai travail de reportage qui s'est effectivement rendu à ce The France Show. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de C'est l'info. Passez une bonne fin de week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.